Au menu de cette édition de l'actualité, le mouvement syndical burkinabé qui commémore ce jour le 55e anniversaire du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Point d'orgue de la journée, une conférence publique sur la contribution du mouvement syndical au grand tournant historique du Burkina Faso. On en parle dès le début de ce journal. La fraîcheur nocturne et matinale au Burkina Faso ces derniers jours ne laisse pas indifférent. Il va pourtant falloir s'y faire car le service de la météorologie annonce des températures minimales inférieures à 15 degrés les prochains jours et sur toute l'étendue du territoire. Quelles précautions prendre alors face à tel changement climatique? La réponse dans ce journal. Et un général iranien tué par une frappe aérienne américaine à Bagdad et l'on craint pour la stabilité au Moyen-Orient. Le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, déclare qu'une vengeance implacable attend les criminels. Selon ses mots, alors comment l'Iran pourrait venger la mort du général Qassim Soleimani? La réponse en fin d'édition. Et puis nous parlons également dans ce journal de l'impôt unique sur le traitement des salaires et de son élargissement aux primes et indemnités des fonctionnaires. Notre invité est le directeur général des impôts, M. Momoni Lougué. Qu'est-ce que l'UITS? Comment est-il appliqué? La réponse dans quelques instants. Bonne et heureuse année 2020 à vous tous. Ravi de vous retrouver pour les actualités du week-end sur la télévision du Burkina. Mais pour ouvrir ce journal, ce communiqué, le vendredi 3 janvier 2020, vers 5 heures du matin, l'unité de gendarmerie de Inata, province du Soum, œuvrant dans le cadre du groupement des forces pour la sécurisation du Nord, a été attaquée par plusieurs individus armés. Faisant preuve d'un sang-froid et d'une réactivité exemplaire, les éléments ont réussi à mettre en échec les assaillants. Le bilan fait état d'une dizaine de terroristes neutralisés, de l'armement, des munitions et divers matériels dont des stupéfiants ont également été saisis. Le chef d'état-major général des armées félicite les éléments du détachement pour leur vigoureuse réaction et les exhorte à poursuivre la mission avec la même détermination. Et puis ce dernier hommage rendu par le président du Faso sur la dépouille de Komi Sambo Antoine, décédé dans la nuit du 26 au 27 décembre 2019. Roch Marc-Christian Kaboré s'incline sur la dépouille du défunt ce 2 janvier avant de laisser ses mots dans le livre de condoléances, émotions et témoignages dans ce reportage de Silasina Ouattara Sekuzongo. Le président du Faso s'incline sur la dépouille de Komi Sambo Antoine, grand commis de l'État, ancien ministre de la Justice, ancien député et jusqu'à maintenant membre de la commission institutionnelle au titre de la présidence du Faso. Komi Sambo Antoine part laissant un bel exemple d'intégrité. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous avons appris donc son décès de suite de longue maladie. Il a occupé beaucoup de responsabilités dans notre pays. Dans toutes ces responsabilités, ce que je peux dire, c'est qu'il a travaillé avec intégrité. Il a mis, en tout cas, toute son ardeur au travail. Et il a travaillé avec esprit de suite. Je voudrais saluer surtout son esprit d'amabilité. Et dire également que c'est un camarade. Donc, nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il a fait pour la nation, d'un côté, et nous sommes reconnaissants également de tout l'accompagnement qu'il nous a apporté également tout au long de ce chemin. Je voudrais encore une fois présenter toutes mes condoléances à sa famille d'abord, à ses amis, à ses proches, à tous ses camarades, et que la terre de Burkina Faso lui soit légère. Grand rassembleur. Selon Roch Marc-Christian Kaboré, le défunt aura été une figure emblématique du Conseil national de la Révolution. Sur le plan professionnel, si vous vous rappelez, tous les premiers mandats d'après la Révolution, c'est nous qui avons été donc Komi Sambo, président de la Cour suprême, et moi, procureur général de la Cour suprême, pendant les 2 septennats écoulés, c'est nous qui avons installé les chefs de l'État. Il y a
les TPR. Chacun de vous se souvient des jugements qui ont été rendus avec bravoure par cet éminent magistrat. Et alors je ne crois pas que je puisse encore ajouter autre chose. En tout cas, c'est un grand homme que nous perdons. Magistrat dans l'âme, commis Sambou Antoine n'était pas seulement sur les fronts politiques et judiciaires, il a aussi animé la vie sportive burkinabé. Membre fondateur du mouvement du peuple pour le progrès, commis Sambou Antoine s'est éteint à l'âge de 67 ans. Il sera inhumé ce 4 janvier au cimetière municipal de Goungué. C'est donc une journée historique et qui est plus que jamais d'actualité au Burkina Faso selon le monde syndical que l'on commémore. Le 3 janvier 1966, date du soulèvement populaire qui va renverser le régime du président Maurice Yameogo. Le mouvement syndical burkinabé aujourd'hui veut tirer leçon des devanciers et maintenir le cap dans la lutte pour une bonne gouvernance et pour la défense et la préservation des intérêts des travailleurs. C'est une conférence publique doc qui visite la contribution du mouvement syndical à tous les tournants décisifs de l'histoire du Burkina Faso qui sera le point d'orgue de la commémoration du 55e anniversaire du soulèvement populaire ce matin à la Bourse du Travail. Reportage Paul David Bambara, Vincent Kiendrebeogo. La contribution du mouvement syndical au tournant décisif de l'histoire du Burkina Faso, c'est autour de ce thème que les syndicats commémorent ce 3 janvier. D'abord, les participants visionnent un entretien télévisé avec Zakaria Touré, dernier survivant des 10 figures du soulèvement populaire du 3 janvier 66, décédé en septembre 2019. L'occasion d'en savoir davantage sur les tenants et les aboutissants des événements de janvier 66. Il s'ensuit une communication qui met en exergue le rôle joué par le mouvement syndical sous les différents régimes qui se sont succédés. Une histoire de lutte contre la malgouvernance, la gabégie, l'instauration du parti unique ou la suppression même du 3 janvier comme jour férié. La commémoration du 3 janvier 1966 permet au mouvement syndical et aux travailleurs de réfléchir sur leur rôle et leur contribution à la résolution des problèmes des travailleurs et de notre peuple. Et pour bien apprécier cette contribution, il suffit d'imaginer ce qui serait arrivé si les syndicats n'avaient pas joué leur rôle en 1966, en 1975, de 1983 à 1987, dans les années 1990 contre le PAS et plus récemment en 2015 contre le coup d'État de Jules Guédier. Et c'est une lutte qui se perpétue encore aujourd'hui contre toutes les dérives et pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs. Et à l'occasion, certains s'insurgent contre l'extension de l'IUTS voulue par le gouvernement qui, selon eux, réduirait le pouvoir d'achat de la masse laborieuse. Et pour être complet sur ce point précis, nous retrouvons notre invité pour la partie entretien de ce journal. Il s'agit du directeur général des impôts qui vient nous parler de l'impôt unique sur les traitements et les salaires, l'UTS donc, et de ce qui va changer dans son application. Bonsoir monsieur Moumouni Lougué. Bonsoir madame. Et bienvenue sur le plateau du journal télé de la télévision du Burkina. Merci. Alors, première question, au-delà de nous donner la définition de l'UTS, est-ce que vous pouvez nous préciser l'importance de l'UTS même dans le budget de l'État? D'accord. L'UTS, donc, c'est l'impôt unique sur les traitements et salaires. Donc, c'est un impôt qui frappe le revenu des travailleurs du privé comme du public. Donc, on entend par revenu les salaires, émoluments, indemnités, primes, etc. Y compris les avantages en nature, en ce qui concerne donc le personnel donc, du secteur privé. Alors, l'UTS est le troisième impôt en termes de rentabilité, en termes de rendement au niveau donc, du budget. Alors, l'UTS a représenté du moins en 2018 environ 101 milliards de francs CFA.
Ok. Alors, la loi de finances 2020 prévoit justement le rehaussement des seuils d'exonération des indemnités et primes soumises à l'UETS. Qu'est-ce qu'en est-il exactement? Alors, le gouvernement a décidé d'étendre, d'appliquer effectivement l'UETS aux primes et indemnités du secteur public. Alors, il faut rappeler que depuis 2017, le législateur a expressément dit que les primes et indemnités versées aux fonctionnaires, aux agents donc, du secteur public, sont soumises à l'UETS. Mais la loi n'avait pas été appliquée. Alors que au niveau donc du privé et de tout temps, les primes et indemnités ont toujours été imposées. Alors, le gouvernement a estimé qu'il fallait, pour adoucir l'application de l'UETS aux travailleurs donc du public, il fallait rehausser les seuils d'exonération. Donc, on est passé de 50 000 à 75 000 pour l'indemnité de logement et 30 000 à 50 000 pour l'indemnité de fonction et puis 20 000 à 30 000 pour l'indemnité de déplacement ou de transport. Donc, cela veut dire que ces revenus-là échappent à l'impôt. Dès lors, bien sûr, il y a une double limitation de 20% pour l'indemnité de logement, 5% pour l'indemnité de fonction et 5% également pour l'indemnité de transport. Donc, si ces limites-là sont respectées, eh bien, ça veut dire donc que cette partie du revenu-là va échapper à l'impôt. Donc, c'est une mesure visant à adoucir. Ok, concrètement, est-ce que ce sont tous les fonctionnaires qui sont concernés? Oui, en principe, tous les fonctionnaires qui perçoivent des indemnités ou des primes sont concernés par cette mesure-là. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas trop demander aux travailleurs qui payent l'UETS déjà? Est-ce que ce n'est pas trop? Oui, et je voudrais, avant de répondre à votre question, en réalité, préciser que certaines indemnités ne seront pas touchées. Okay. Voilà. Et donc, il s'agit par exemple de l'indemnité de risque des forces de défense et de la sécurité. Ces indemnités-là sont totalement exonérées. Il y a aussi le fait que, en ce qui concerne les indemnités de fonction, il y a plus d'une trentaine au niveau donc de la fonction publique. Il y a plus de 30 indemnités de fonction. Pour minimiser la charge, et chaque indemnité sera appréciée en fonction de la limite de 5% et de 50 000. Donc vous voyez par exemple, si vous avez une indemnité code vestimentaire, bon, alors on va voir, on prend votre salaire brut et on fait 5%, c'est la première limite, et puis on va voir si la deuxième limite maintenant, on compare ça à 30%, et non à 50% maintenant, et donc voilà, ça pourrait échapper. Je ne sais pas quelle indemnité vous avez, mais je présume que ça va échapper à l'impôt. En tout cas, par ce jeu-là, beaucoup d'indemnités donc échapperont donc à l'impôt.
Voilà. Alors, donc cette question, est-ce que c'est pas trop demandé finalement aux travailleurs burkinabés quand on sait que ça grignote? Oui, disons quand même que le contexte national est assez particulier. Voilà. Donc, nous sommes en train d'analyser la situation et je vous dis que l'impact est vraiment réduit. Le gouvernement nous a fermement instruit de mettre en place donc des instructions administratives pour réduire l'impact. D'accord. Et quel est le gain attendu finalement de cette mesure fiscale? Alors, la mesure, vous voyez, dans le privé, pour le secteur privé, ça se traduira pour certains en gain. Donc, il y a des gens qui auront 55 000 francs sur leur salaire net dans le privé. Cependant, dans le public, effectivement, c'est une contribution supplémentaire. Alors, donc, quand on fait la balance, on se retrouve avec un gain de 3 milliards environ. Et c'est ce qui a été budgétisé au terme du budget exercice 2020. Okay. Merci beaucoup, M. Lougué, directeur général des impôts, d'être venu sur notre plateau pour nous donner toutes ces précisions concernant l'UTS. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, bon, c'est juste pour, en tant que directeur général des impôts, je voudrais en tout cas solliciter la compréhension des uns et des autres, car la situation du pays est assez difficile. Il s'agit d'une contribution patriotique. Voilà. Okay. Chacun devrait faire un effort. Là. Merci beaucoup. Merci. J'espère que votre message a entendu, en tout cas pour cette contribution patriotique dont vous parlez. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. C'est donc une année 2019 difficile pour le Burkina Faso dans le domaine sécuritaire. Plusieurs attaques terroristes à l'est et au nord avec plusieurs victimes enregistrées. Mais les forces de défense et de sécurité harcelées sur leur position finissent par reprendre le dessus grâce à des opérations d'envergure qui vont mettre les ennemis en déroute dans plusieurs localités. C'est donc la rétro-sécurité 2019 de ce journal que nous propose Omar Zombri. L'année 2019 a connu la montée en puissance de l'armée burkinabé. L'armée nationale a enchaîné les opérations militaires ciblant des bases des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du pays. Le 7 mars 2019, les unités d'élite des forces armées nationales, appuyées par l'armée de l'air, prennent d'assaut les zones forestières dans la région de l'Est. L'armée dépose son centre d'opération en zone de combat. Le tout nouveau chef d'état-major général des armées, le général Moïse Minungu, installé début janvier 2019, prend le commandement de cette opération et la pilote des mains de maître. L'opération Otapoanou en langue gourmatier, qui signifie foudre ou pluie de feu, vient d'être lancée. Objectif, déloger les groupes armés terroristes réfugiés dans les forêts situées à la frontière du Niger, du Bénin et du Togo, dans les régions du centre-est et de l'Est. L'opération, ponctuée par 3 grandes phases, est un franc succès. Malheureusement, 7 soldats y perdront la vie et 9 blessés. En quelques semaines d'opération, l'armée a réussi à restaurer l'autorité de l'État dans les zones reprises aux mains des terroristes. Fort de ce succès, l'armée rébelote avec une autre opération dans une autre région, principalement celle du Sahel. Le samedi 11 mai, l'opération Dofou ou déracinement est lancée. Comme son nom l'indique bien, cette opération vise à déraciner les terroristes dans leur base dans la région du Sahel et du Nord. Cette opération ne connaîtra pas tout le succès de Otapoanou, mais le bilan reste tout de même appréciable au regard de la confiance apportée à la population civile. Et justement, 2019 est une année meurtrière particulièrement pour les civils. Les terroristes commettent des exactions sur les populations et cela contraint des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants sans défense à fuir leur village. Le nombre de déplacés internes est estimé à plus de 500 000. Une situation qui met à rude épreuve les services de secours d'urgence de l'État.
Le 6 novembre 2019, des travailleurs de la mine de Bungu, de retour de leur site de travail, sont pris pour cible dans une attaque lâche et barbare. 39 personnes sont froidement tuées. Le président du Faso ordonne le recrutement de volontaires pour soutenir la lutte. La fin de l'année 2019 est marquée par de grandes victoires des forces de défense et de sécurité. Pau, Arbinda, Titao, Niense, Ban, dans toutes ces localités, des victoires importantes sont enregistrées contre les forces du mal, signe d'une montée en puissance. La dernière prouesse des forces de défense remonte tout juste à la veille de Noël. Les FDS ont neutralisé 80 terroristes lors de l'attaque du détachement militaire de Arbinda. Ce détachement à lui seul a neutralisé une centaine de terroristes en un mois. Pour appuyer les troupes au sol, le président du Faso annonce l'achat de moyens aériens. Désormais, la riposte viendra aussi des airs. Mais les nombreuses attaques sur des positions militaires et les assauts répétés sur les populations civiles finissent par exaspérer une bonne partie de la population qui remet en question la collaboration entre les armées nationales et la France dans la lutte contre le terrorisme. Le 15 décembre, à Niamey, les chefs d'État des pays membres du G5 Sahel engagés dans la lutte contre le terrorisme réaffirment leur volonté de poursuivre la coopération militaire avec la France tout en demandant plus de résultats. Les Nations Unies sont appelées à s'impliquer davantage dans cette lutte en plaçant la force G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et en renforçant le mandat de la MINUSMA. L'actualité climatique dans ce journal, c'est cette vague de froid qui traverse tout le pays. Oui, il fait froid au Burkina Faso ces derniers jours, très froid même, une fraîcheur qui ne semble pas normale malgré la période. C'est donc une vague de froid qui devrait durer encore quelques jours. Des températures minimales de moins de 15 degrés sont annoncées par le service météorologique du Burkina Faso. La fraîcheur nocturne et matinale accompagnée de poussière, ce qui réduit la visibilité. Il faut donc sortir, pull vert et autres doudounes et manteaux. Mais quelles autres précautions devrait-on prendre contre ce froid glacial et poussiéreux? La réponse avec Beleman Herman Nestor Toui. En cette période de forte fraîcheur et de vent poussiéreux, les citoyens burkinabés sont exposés à de nombreuses maladies. Selon le professeur Georges Ouedraogo, les plus répandues sont les maladies respiratoires. On a les rhinites que les gens connaissent un peu, qui sont saisonnières, donc qui vont beaucoup plus s'éclore à cette période. On a des rhinopharyngites qu'on observe fréquemment, surtout chez les enfants aussi, les gens disent rhume, surtout avec angine, entre griffes, angine. On a aussi ce qu'on appelle la bronchite. C'est vrai qu'il y a la bronchite simple, il y a la bronchite chronique aussi qui va se développer. Et on a donc une exacerbation, nous disons, de certaines maladies respiratoires, notamment les porteurs de bronchite chronique, ou plus connus sous le terme bronchopathie chronique obstructive, et c'est eux-là qui vont avoir des difficultés parce que souffrent d'insuffisance respiratoire à ce moment-là. Parmi les maladies non respiratoires, les maladies cardiovasculaires, parce qu'on observe qu'il y a une augmentation des personnes souffrant d'hypertension à cette période. Évidemment, il y a cette maladie connue que nous connaissons, la méningite, qui malheureusement profite de cette période aussi pour se répandre un peu plus facilement. Au regard des risques auxquels les populations sont exposées, le spécialiste recommande des précautions individuelles et même collectives. Nous recommandons que les gens aient une hygiène de milieu assez acceptable et propre. C'est à cette période que les gens balaient. Et puis le soir, mettre le feu à tout ce qu'ils ont balayé au bord de la route, ce qui va donner donc cette fumée qui va se lever et puis qui va se répandre et rentrer dans les maisons. Il y a la protection individuelle. Il fait froid, donc il faut s'habiller correctement avec des vêtements qui tiennent chaud et qui nous protègent. Porter, pourquoi pas, des bavettes, comme on appelle, des cache-nez, comme d'autres disent, en cette période pendant qu'on circule. C'est le moment idéal, je dirais, pour respecter les normes en mettant son casque
quand on est à deux roues, là on est protégé. En portant aussi des lunettes, on est protégé pour ses yeux. En cas de malaise respiratoire, le professeur Ouedraogo invite les citoyens à se rendre le plus tôt possible dans un centre de santé pour se faire consulter. Nous allons à l'est du Burkina Faso, une région durement touchée par la crise sécuritaire. Une délégation de l'alliance de partis de la majorité présidentielle conduite par le président du parrain, le Parti de la Renaissance nationale, qui allait traduire sa solidarité aux populations de la Nyanya. La sortie permet à la délégation de l'APMP de s'entretenir avec la base sur les préoccupations et de recueillir des suggestions sur l'actualité politique avec Isiaka Nana. C'est un face-à-face entre les populations de la province de la Nyanya dans la région de l'Est et une délégation de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. Conduite par le président du Parti de la Renaissance nationale parrain, la délégation dit être venue recueillir les préoccupations et les suggestions des populations de cette région du Burkina. Une région qui traverse une situation difficile marquée par des attaques terroristes. Malgré cette insécurité-là, nous sommes là aujourd'hui pour échanger avec vous et vous faire savoir nous sommes solidaires. Et ce qui se passe au Burkina, ça concerne nous tous. Donc c'est pour vous dire que, quelles que soient les menaces, nous ne devons pas au grand jamais baisser les bras. La lutte contre l'ultra-terrorisme passe par l'engagement de tous aux côtés des autorités et des forces de défense et de sécurité. C'est pourquoi Michel Béré et ses camarades invitent les populations de la Nyanya à s'investir davantage dans la lutte contre ce phénomène. Cette rencontre avec les populations de la Nyanya s'inscrit dans le cadre d'une tournée nationale dans les 45 provinces du Burkina, initiée par l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP. Avant cette étape de Bogandé, Michel Béré et sa délégation étaient auparavant à Boulsa, dans le Namentenga. Et le contexte sécuritaire ambiant au Burkina Faso qui commande une quête permanente de paix et de cohésion sociale. Et les femmes qui sont de tous les combats ne seront pas en marge de cette quête. D'où l'idée des Amazones de la cohésion sociale pour être des ambassadrices de cette cause à travers le pays. Le concept se décline à Bobo Dioulasso en présence de Bitipié Nahon, Ismaël Saturne Paris. Elles sont consacrées Amazones de la cohésion sociale. 58 au total, elles sont dotées de connaissances pour assurer leur mission, celle de construire et de consolider la paix au Burkina Faso. 2 jours ont suffi à ces femmes pour renforcer leur capacité en matière de cohésion sociale à travers la promotion de la paix, la pacification des discours, la promotion des valeurs communes, du vivre ensemble et de la prévention des conflits. Nous devons être des aiguilles pour recoudre le tissu social qui s'est déchiré à travers nos actions, à travers l'éducation que nous allons donner à nos enfants à la maison. L'intelligence que nous avons, que nous puissions mettre cela en application pour vraiment prouver que nous sommes capables de lutter contre ce fléau qui est en train d'envahir et de détruire nos enfants, nos vies, nos parents et toute la nation même entière. Parce qu'avec la femme, je sais que nous pouvons vaincre le mal. Dans un contexte sécuritaire difficile, il est nécessaire d'impliquer ces responsables féminines régionales et provinciales dans la quête de la paix et de la cohésion sociale. Dans nos sociétés africaines, la femme est le pilier, en tout cas, de la famille. La femme contribue beaucoup au règlement des conflits et litiges, des crises et autres depuis que le monde est monde. Donc, il fallait penser à impliquer fortement les femmes dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Une cohésion qui s'est effritée depuis quelques années. Ces 58 Amazones ont été identifiés dans les 13 régions et les 45 provinces du Burkina Faso. Les résultats attendus sont, entre autres, que ces responsables féminines régionales et provinciales prennent la responsabilité de transmettre les valeurs communes de vivre ensemble dans leurs localités respectives. Aussi, qu'elles collaborent avec le ministère en charge de la décentralisation dans la transmission des informations nécessaires à la construction de la paix.
Un mot d'agriculture dans ce journal avec le piment à l'honneur à la 3e édition de la fête des légumes à Kaya, c'est dans le Naouri. Les producteurs nourrissent des ambitions de faire de la filière piment une filière porteuse au Burkina Faso et ils sont encouragés par le gouvernement à travers le ministre en charge de l'agriculture qui annonce des comptoirs d'achat pour mieux organiser le secteur. Et pour joindre l'acte à la parole, des producteurs reçoivent du matériel agricole qui devrait permettre de booster les productions à venir. Le point complet avec Sekou Zongo. Le piment à l'honneur, ici à Kaya, dans la commune de Tiébé. Une foire dédiée à cette épice, dont l'apport économique pour le village doit servir d'exemple à d'autres producteurs. Nous avons vu 500 tonnes de piment par an, ce qui donne près de 325 millions pour ce village d'une population de 5000 personnes. Donc, ce qui revient à environ 650 000 francs par ménage. Ça veut dire que c'est une mine d'or. Avec les cultures de contre-saison, ces jeunes-là sont installés sur leur propre terroir. Et je voudrais tout simplement dire que c'est en phase avec la politique du chef de l'État. Je voudrais véritablement que des politiques soient développées et que nous puissions orchestrer un développement local. Les cultures de contre-saison participent au développement local et à cette fois du piment, du matériel agricole a été remis à des producteurs pour développer également la filière patate. Nous sommes la seule plateforme où nous avons bénéficié à hauteur de 102 millions de francs CFA. Et nous aussi nous prenons des engagements forts vraiment pour s'entretenir le matériel dont vous avez vu. Dans un tracteur, il y a le tricycle. 11 tricycles pour la plateforme. Il y a également au niveau des motopompes. Ça fait 74 motopompes au total qui ont été mises à la disposition de la plateforme. Et également, il y a l'unité de transformation. Produit au départ sur une superficie de 8 hectares, aujourd'hui, la production du piment se réalise sur 44 hectares par près de 350 producteurs. Le piment de Kaya est prisé et le défi majeur reste l'installation de comptoirs d'achat. La digue du barrage servant au maraîchage est en souffrance, mais le ministre en charge de l'agriculture promet sa réhabilitation. En Iran, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, veut venger la mort du général Soleimani. Le puissant général iranien tué par une frappe américaine à Bagdad était une figure de proue du régime iranien et l'émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes. La frappe américaine survient dans un contexte tendu en Irak. Le chef de la diplomatie iranienne dénonce une escalade dangereuse. C'est l'un des restes supposés de l'attaque américaine qui a frappé Bagdad en Irak. Sur ordre du président Donald Trump, les États-Unis ont tué le général iranien Qassem Soleimani dans un bombardement. Puissante figure du régime iranien, émissaire de Téhéran pour les affaires irakiennes, il jouait un rôle prépondérant dans la formation du nouveau gouvernement irakien. Sa mort a été confirmée par les gardiens de la révolution iraniens. L'autre grande figure tuée est Abou Merdi al-Mourandis, véritable chef opérationnel du Hachd, coalition de paramilitaires majoritairement pro-Iran, désormais intégrée à l'État irakien. Cette frappe américaine survient dans un contexte très tendu en Irak, ayant culminé cette semaine avec l'attaque contre l'ambassade des États-Unis à Bagdad. L'Irak pris en étau depuis des années entre ses deux alliés américains et iraniens. En renversant Saddam Hussein en 2003, les États-Unis avaient gagné une influence considérable. Mais le régime politique en place est aussi noyauté par Téhéran et les pro-Iran. Ce vendredi matin, le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif a dénoncé une escalade extrêmement dangereuse et imprudente. Le guide suprême iranien Ali Khamenei crie quant à lui vengeance. Fin des actualités dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la synthèse des informations sur la télévision de Burkina. Très bonne soirée à tous.